Alors pour aller directement à l'essentiel, je vais vous faire une diapo principaux messages. C'est quoi nos principaux messages? C'est le lait cru. Nous l'approchons comme un facteur de différenciation sur les marchés. Donc quand on produit au lait cru, ça se voit, ça se reconnaît. Ça permet également la création de richesses dans les territoires, puisque là on est vraiment dans des questions qui intéressent l'économie des territoires, l'économie régionale, pour l'amélioration du bien-être des producteurs et des consommateurs. Alors rapidement, le bien-être des producteurs, c'est surtout de bien en vivre, et d'avoir des performances qui sont en mesure avec une viabilité des unités de production et une vivabilité des producteurs, ainsi que des consommateurs. Alors là, le bien-être des consommateurs, c'est surtout que cela réponde à leurs attentes, tel que cela a été évoqué dans les exposés précédents. Et puis pour la production de biens publics, on va s'apercevoir que ce ne sont pas que du coup des biens matériels, mais c'est aussi des biens immatériels et des enjeux symboliques importants. On a mis un S à valeur, parce que valeur, ce n'est pas que monétaire, il y a d'autres types de valeurs qui ne sont pas uniquement des valeurs strictement financières, et puis à produire et aussi à partager. Alors, quelques éléments de cadrage qui ont déjà été donnés un peu dans la matinée. On a environ 200 000 tonnes de fromage au lait cru qui sont réalisés par 372 établissements, selon une enquête d'Agreste. Il s'agit là uniquement des établissements de laiterie. Ce sont des laiteries. Et là-dedans, donc, il y en a environ 75% qui sont commercialisés sous AOP, avec un volume d'affaires estimé à un peu moins de 2 milliards d'euros. Ce qui fait qu'on a le chiffre de 75% qu'on a vu ce matin. 75% des fromages au lait cru sont des AOP et 75% des fromages AOP sont au lait cru. Voilà. Il ne faut pas oublier pour autant les 6000 producteurs fermiers qui quasiment tous produisent au lait cru et pour lesquels on a estimé à environ 70 000 tonnes la production. C'est très difficile à estimer puisqu'on n'a pas exactement des statistiques très complètes. Et sur ces 6000 producteurs fermiers, il y en a seulement 20% d'entre eux qui sont sous AOP. Ce qui veut dire qu'on a quand même 80% de ces producteurs fermiers qui ne sont pas sous AOP et qui produisent effectivement des fromages au lait cru. Il ne faut pas les oublier. Si on revient aux AOP, parmi les 46, alors j'ai rajouté la bourse du Rhône, bien sûr, ça fait 46 au lieu de 45, on ne trouve pas exactement le même chiffre, mais il y en a 19 qui autorisent la pasteurisation et 27 qui sont exclusivement au lait cru, dont les AOP d'ailleurs au plus fort volume. On peut constater que Comté, Roquefort, Reblochon, qui sont le trio de tête, sont tous des AOP exclusivement au lait cru. Si on regarde la dynamique de croissance, elle est réelle, puisque on peut observer, en comparant les chiffres de 2011 à ceux de 2018, qu'on a un peu plus de 1% de croissance par an, tous les ans, sur les 8 dernières années. Ce qui n'est pas négligeable, et qui concerne toutes les spécialités fromagères, telles que je peux le mettre dans le petit tableau en dessous. Maintenant, si on regarde la question du consentement à consommer et à payer, vous savez qu'en économie, c'est un critère extrêmement important, le consentement à payer des consommateurs. Alors là, je cite des éléments qui sont tirés de résultats d'une première recherche, menée actuellement par Sylvette Monnier, qui est de l'INRAE Toulouse, sur les actes d'achat en 2017 avec la méthode des prix hédoniques. Et là, on observe de façon très claire qu'un camembert au lait cru aurait un prix supérieur d'environ 80% au prix d'un camembert pasteurisé. Et quand on compare un camembert au lait cru en AOP et en agriculture biologique, je crois qu'il y a un producteur dans la salle qui correspond à ça, il aurait un prix 3 fois supérieur à celui d'un camembert pasteurisé. Alors ça, c'est donc des travaux qu'il faut prendre, on va dire, avec des pincettes, parce que on ne peut pas en tirer d'enseignements trop rapides, et c'est des choses qui sont en cours de publication par les collègues qui nous ont fait l'amitié de nous les passer pour l'exposé de cet après-midi. Deuxième élément intéressant, c'est un travail qui a été publié en 2011 aux États-Unis, qui a pu mettre en évidence qu'une majorité de 800 consommateurs invités à comparer des fromages, a préféré les fromages au lait cru qu'au lait pasteurisé, aux États-Unis. Et c'est intéressant parce qu'on a pu comparer avant
que l'information soit donnée aux consommateurs, puis une fois que les consommateurs étaient informés de la nature de ce qu'ils préféraient, et aussi bien donc en aveugle qu'avec l'information, ils ont préféré ces fromages au lait cru. Toutefois, il faut signaler qu'une majorité d'entre eux est également très conscient des risques sanitaires potentiels. Donc voilà, il faut quand même rester prudent sur toutes ces questions-là. Et puis le graphique du bas, je pense que c'est un graphique intéressant qui est bien connu par certains également, hein. C'est que certains fromages au lait cru sont préférés à leurs substituts produits avec du lait traité thermiquement. Et là, c'est vrai qu'on a la filière Saint-Nectaire qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là, puisque dans la même AOP, on a les deux types de traitement de lait. Et on peut observer que la ligne bleue, qui est donc celle des produits fermiers, après être passé très nettement en dessous, puis être resté pendant 4-5 ans à hauteur de la ligne jaune, vient de la dépasser depuis maintenant une 4e année, je crois que c'est la 4e année d'affilée, qu'il y a plus de Saint-Nectaire fermier que de Saint-Nectaire laitier. Voilà. Donc ça, ce sont des choses intéressantes à noter, surtout pour une filière dans laquelle la pasteurisation reste autorisée. Autre point très important en matière économique, c'est de prendre en compte les coûts de production et les coûts de transaction. Alors, les coûts de production, c'est bien de mettre bout à bout l'ensemble des choses qu'il faut réunir pour pouvoir produire. Les coûts de transaction, c'est quand il y a des échanges de matières entre des opérateurs, de savoir comment finalement on gère les incertitudes et ce qu'on appelle les asymétries d'information entre celui qui vend et celui qui achète. Et là, vous pouvez observer, je ne sais pas si ça marche, oui, ça marche ça. Oui, voilà. Vous pouvez observer qu'on passe donc d'une filière très intégrée avec la production fermière, très différenciée, où les coûts de production sont importants, mais les coûts de transaction sont quasiment nuls, bien sûr, à une filière industrielle où eux, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des économies d'échelle très importantes, mais avec des coûts de transaction importants. Et entre les deux, on a une formule très importante pour les AOP, qui est la fruitière ou la PME fromagère, ça dépend des endroits, bien sûr, hein. On a étudié par exemple au Soirati, il y a des PME fromagères qui produisent au lait cru de façon importante. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a une gradation entre cet arbitrage des coûts de production, je vais y arriver peut-être, oui, voilà, des coûts de production avec les coûts de transaction et les risques finalement liés aux fournisseurs de lait défaillants les plus faibles. Maintenant, si on observe les conditions de réussite pour produire la et les valeurs qui sont impliquées dans la production au lait cru, les fondements et les conditions de réussite de la stratégie de différenciation basée sur le lait cru, qui ont fait l'objet de plusieurs travaux, ça repose essentiellement sur ces 3 éléments que j'indique dans la diapositive. Premièrement, la maîtrise de l'offre. On voit bien que l'offre de fromage au lait cru est complètement découplée d'un certain nombre de mécanismes mondiaux. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir que finalement, on n'est pas dépendant du cours des céréales, des aliments. On n'a pas eu d'effet non plus majeur de la fin des quotas, des choses comme ça. Donc, c'est des phénomènes très importants par rapport au reste de la filière laitière. La gestion de la non-qualité également, qui est un point extrêmement important pour les entreprises, puisqu'on sait que quand on produit au lait cru, on a aussi des coûts de contrôle qui sont supérieurs, puisqu'il faut vérifier qu'il n'y a pas de problème sanitaire. Et puis, on a des coûts de destruction également, quand on a des séries qui ne conviennent pas. Nous avons essayé d'avoir des statistiques sur ce point, mais c'est très compliqué à avoir. Voilà, je vous le dis tout de suite, ne me demandez pas de chiffrer ces coûts de destruction. Et donc l'intégration finalement dans les coûts des risques qui sont pris. Et puis effectivement la valorisation agroécologique des milieux de production. Alors, si on regarde maintenant pourquoi nous avons mis un S à valeur, eh bien on voit bien que produire au lait cru, c'est élever des microbes, c'est respecter son terroir, et ça suppose des savoir-faire et des compétences en lien avec des investissements qui peuvent être faits dans les unités de production. Alors de ce point de vue, le contraste est assez fort entre des producteurs fermiers qui disposent de vrais atouts, et pour lesquels il faut absolument mettre en œuvre des compétences pour mobiliser les réservoirs de flore que Eric a présenté tout à l'heure, cultiver la diversité biologique et la variété des coûts, et donc veiller à ce que leurs choix techniques ne viennent pas contrarier ces éléments-là, bien sûr. En revanche, les producteurs laitiers, eux, sont fortement contraints par le fait qu'ils mélangent des laits provenant de plusieurs exploitations. Et donc là, c'est des compétences de tri des laits, de stockage de ces laits, la température, la durée, de suivi et de conseil de leurs apporteurs, donc la relation très forte qu'il doit y avoir entre
un producteur laitier et ses apporteurs, les C entre guillemets bien sûr. Hein. Voilà. Donc tout ça, ça nourrit une relation au milieu, au paysage, à la culture des lieux, et ça engendre une réputation. C'est vraiment des valeurs qui peuvent être partagées très largement. Alors, un des points extrêmement importants, c'est effectivement la répartition équitable de la valeur. Et là, bon, c'est une condition de base pour financer la prise de risque qui est faite par les opérateurs. Cette répartition, cette redistribution, elle passe en grande partie par le prix du lait. On a pris un exemple avec Philippe, pour sortir un peu du comté et du Beaufort. On parle tout le temps des mêmes. Hein. On a choisi le Mont d'Or. Voilà. Et le Mont d'Or, c'est intéressant parce qu'il y a un retour de valeur qui est effectivement perceptible pour les efforts et la prise de risque. C'est les chiffres de 2018. Hein. Le lait standard conventionnel France, 32,4 € de l'hectolitre. Le lait standard Franche-Comté, on passe à 36,3. Le lait AOP massif du Jura, 54,5. Et le lait Mont d'Or, 57. Voilà. Donc là, on voit bien que est rémunéré finalement l'effort du producteur de lait et la prise de risque que ça représente. Maintenant, si on passe aux régulations nécessaires et aux enjeux dans les territoires, on s'aperçoit que travailler avec le lait cru, ça nécessite une régulation efficace à l'échelle des filières et des territoires, et ça oriente très fortement les évolutions des règles collectives. J'en ai cité quelques-unes là, le lien au terroir, de manière générale, une tendance lourde, une stratégie sur le long terme, le pâturage et sa présence, les zones de couchage, je citais là le paillage en brie de Meaux, hein, on a longuement discuté sur le paillage en brie de Meaux, justement pour assurer un contenu en flore utile dans les laits qui vont être transformés, les laits crus bien sûr, l'interdiction de l'ensilage, qui est le fait de pas mal de filières qui ont fait ce choix, et dont on voit bien qu'il est complètement lié au choix du lait cru, hein, puisqu'on sait bien que l'ensilage peut être effectivement un facteur de risque important. Deuxième élément très important dans les territoires, c'est la représentation des acteurs du lait cru dans les instances de décision. Tout ça, ça permet de nourrir les délibérations qui permettent d'être plus ambitieux, de se placer sur des trajectoires gagnantes pour le lait cru et qui accroît l'attractivité du territoire, la possibilité à ces produits de revendiquer une authenticité des aliments, qui devient un facteur important, y compris d'ailleurs pour des enjeux régionaux, de tourisme, de panier de biens, etc., et qui révèle les exigences de démocratie dans la gouvernance territoriale, que chacun voit au chapitre et puisse participer à ces décisions. Pour finir, je dirais que la problématique du lait cru n'est pas que sanitaire ou biologique, on l'a vu, hein, c'est aussi une problématique de sciences sociales, à la croisée de l'économie, de la sociologie, des sciences politiques, des sciences de gestion. Je n'ai pas signé la géographie et je n'ai pas cité l'anthropologie, mais ma collègue va en parler juste après moi, bien sûr. Et donc c'est un ensemble de 3 leviers majeurs pour mettre à l'agenda le concept de valeur au pluriel. Premièrement, cultiver la différenciation, permettant la création de valeur économique et son partage. Deuxièmement, repenser le rapport au vivant, à la nature, par l'observation, le respect, et donc les choix techniques et les choix d'investissement. Et puis repenser, enfin, le rapport entre les parties prenantes en stimulant la solidarité, la confiance, la cohésion. Je vous remercie.